Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'exploration de profils de mobilité pour essayer d'améliorer le covoiturage. Donc notre problématique, elle consiste en l'étude des déplacements d'une population. La population, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'individus privés pour lesquels on va créer un profil de mobilité et ensuite on va essayer de faire de l'association entre ces différents profils. La partie de déplacement, elle est basée sur 14 jours de log de GPS, donc qui sont dans des voitures des individus, les individus étant plusieurs milliers d'habitants de la Toscane en Italie. Et les auteurs ont aussi voulu étudier l'incidence de la dégradation du signal, c'est-à-dire au lieu de se baser sur le GPS, on se base sur le GSM pour la localisation. Donc on va parler de pas mal des définitions pour bien définir le génotype, et ensuite finalement on ira assez rapidement sur la partie des méthodes de fouille, puisque c'est ce qu'on a vu déjà tous ensemble. On va juste être bien d'accord sur ce qu'on manipule. Donc, notre génotype. Avant tout, notre élément de base, ça va être le point. Les points sont repérés absolument dans l'espace et dans le temps, de manière absolue. Si on assemble ces points, qu'on les met côte à côte, on aboutit à un historique. Donc, c'est un ensemble de points, tous repérés de manière absolue. Ça, c'est la version idéale d'un historique. En réalité, c'est sur plusieurs jours, donc c'est beaucoup plus complexe. Ça ressemble un peu à ça. Donc, c'est pas la même chose qu'un trajet. La question est comment est-ce qu'on définit des trajets? Pour définir les trajets, on va définir les arrêts. Alors, pour définir les arrêts, donc, considérant qu'un trajet, c'est une suite de points sans interruption temporelle spécifique, on va détecter les zones d'interruption temporelle. Donc pour ça, d'abord, on va détecter les interruptions spatiales. Donc on va associer à chacun des points du log une certaine zone de détection. Et on va ensuite faire un tri en ne conservant que ceux qui contiennent 2 points, enfin au moins 2 points dans leur zone. Donc on élague. Et ensuite on rajoute une autre règle qui est que pour déterminer les arrêts, on détermine la séquence de longueur maximale à partir des candidats qui restent. On se retrouve donc avec un ensemble de points candidats, qui sont au début et fin des arrêts. À partir de là, on considère uniquement la partie temporelle, et on va calculer la distance temporelle entre le début et la fin de chacun des ensembles d'arrêts. Et on va rajouter une condition de durée temporelle minimale. En gros, ça veut dire qu'on est resté un certain temps sur une zone spatiale définie. Voilà, donc on est là et on se retrouve avec ça, par exemple. Donc si on revient à ce que c'est notre historique simplifié, un trajet, c'est donc un ensemble de points entre les arrêts et le début et la fin. Donc ça, c'est la version simplifiée. Sur la version complète, ça donne ça. Et quand on calcule tous les points, on se retrouve avec ça. Et donc un ensemble de trajets. Si on accole tous ces trajets, on va essayer de définir des groupes de trajets sur lesquels donc, on va faire du mining. Sur les groupes donc, comment on fait pour calculer les groupes de trajets? D'abord, on met une contrainte spatiale, encore une fois. Donc ça veut dire que tous les éléments d'un groupe doivent être à une certaine distance, 2 à 2, inférieure à une certaine valeur, et on rajoute aussi une contrainte temporelle, où cette fois-ci, il faut qu'il soit suffisamment aligné temporellement. Donc les questions d'alignement temporel et spatial sont variables, c'est pour ça que j'ai utilisé delta et alpha, c'est à définir. On verra la méthode qu'eux ont utilisée, mais ça reste générique. Donc une fois qu'on a défini un premier groupe, le groupe en noir, on va définir un second groupe, forcément le second groupe c'est le groupe en orange, puisque lui il est plus éloigné, tant au niveau temporel que surtout spatial, ce qu'on voit ici. On va rajouter ensuite du coup une nouvelle condition, qui est qu'un groupe doit avoir un certain nombre d'éléments supports pour être validé. Donc ici par exemple, on peut considérer qu'il faut que ce soit plus que 1, et donc on va élaguer. À partir de là, on va définir la routine. La routine, c'est l'élément le plus représentatif du groupe de trajet. Donc en fait, c'est le médoïde calculé juste par la minimisation de la distance totale de chacun des éléments pris 2 à 2. Donc c'est celui qui est le moins distant de tous les autres. Encore une fois, avec cette fonction de distance variable, donc il faut simplement que ce soit la même que celle qui a été utilisée pour définir le groupe. À partir de là, on va définir donc, un médoïde, et ensuite le profil utilisateur va être constitué de l'ensemble des médoïdes qui lui correspondent. Une fois qu'on a ces routines, on va pouvoir faire du clustering. Alors, pour faire le clustering,
Donc, pour pouvoir faire matcher les profils utilisateurs 2 à 2, il faudra dire par exemple qu'ils partagent un certain nombre de caractéristiques communes. Ils ont utilisé deux méthodes donc, pour définir les groupes. D'une part, le filtrage du bruit en faisant un premier clustering sur la densité. Malheureusement, ils n'ont pas détaillé leur méthode dans l'article, ils faisaient une référence et très honnêtement, je n'ai pas eu le temps de lire l'autre article, donc on va éluder cette partie et se concentrer seulement sur la seconde qui est la bisection qu'ils ont faite en utilisant les camédoïdes. Donc, bisection sur les camédoïdes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du clustering récursif par camédoïde avec k égale 2. C'est-à-dire qu'en gros, on a splitté chacun des groupes candidats en 2 autres groupes, pas nécessairement égaux en taille, en faisant du clustering. On arrête la récursivité sur 2 conditions. D'une part, une condition de compacité. Donc, comme on a vu, il faut qu'il y ait une certaine sensibilité spatiale, une autre sensibilité qui est temporelle. Et la seconde condition, ça va être la taille de l'ensemble. Comme on a vu tout à l'heure, il faut que ça soit supérieur à une certaine valeur. Donc finalement, toutes ces variables-là, c'est exactement nos axes de liberté qu'on a définis tout à l'heure. Un exemple d'application de cet algorithme, c'est on part tout en haut donc avec un ensemble de routines. Si on part sur la gauche, on va se retrouver donc avec un premier cluster de 1 et un autre cluster de 4. Ce cluster de 1 va se faire élaguer d'après la règle qui dit qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de vecteurs support, enfin d'éléments support, et puis, etc., etc. Et donc on va continuer. Inversement, le cluster tout à droite, lui, va être validé puisqu'il répond à toutes les conditions spatiales, temporelles et de support. Donc l'application, c'est de mettre en correspondance des profils utilisateurs. Donc ici, par exemple, on va essayer de voir si le profil violet, donc enfin la routine violette du profil, pourrait faire du covoiturage avec la routine noire. Pour ça, on va essayer de minimiser la distance. Donc la distance entre quoi et quoi? Entre le point de départ du trajet considéré et n'importe quel point, en fait le point le plus proche, puis la distance entre le premier point et l'autre et le point de sortie du candidat, etc. L'idée étant de calculer si la personne qui faisait le trajet violet pourrait remplacer avantageusement son trajet actuel par un trajet autre, plus un peu de marche. Donc voilà, il y a à la fois une question de distance pour savoir si la personne serait prête à marcher 1 km, 2 km, 3 km, et aussi une question de temps, combien de temps elle est prête à perdre, et pour marcher, et peut-être pour attendre son covoitureur éventuel. Donc vous avez normalement compris que c'est une relation qui n'est pas symétrique, puisque un trajet peut être inclus dans un autre, mais pas nécessairement l'inverse. Donc je peux être candidat pour faire du covoiturage avec une personne, ça ne veut pas dire que c'est... Enfin, c'est pas parce que moi je suis conducteur pour elle qu'elle pourra être conducteur pour moi. Et donc, ce qu'ils ont fait dans l'article, c'est qu'ils ont essayé de calculer l'impact des différents paramètres. Donc, à gauche, normalement, depuis tout à l'heure, j'ai listé tous les points de liberté de l'algorithme. Et donc là, c'est un des exemples de variations qu'ils ont fait. En faisant varier la sensibilité spatiale des groupes, le nombre de vecteurs support minimum, on a voilà, une proportion de profils extraits qui varie. Il n'y a pas eu d'étude d'impact sur la méthode des médoïdes, par exemple. Ils n'ont pas essayé de faire 3 médoïdes, 4 médoïdes, ou bien essayer du min plutôt que du médoïde, autre chose. Ça, on n'a pas vu. Donc du coup, pour compenser, je vous propose dans les 40 secondes qui me restent d'étudier ce petit plat ici. Ça paraît un peu surprenant. On est à 250 mètres de sensibilité spatiale pour définir nos groupes, et le fait de rajouter une condition... donc d'augmenter d'un tiers la condition de vecteur du support, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir au moins 3 éléments, il faut qu'il y ait 4 éléments dans nos clusters. Ça n'a pas l'air d'impacter sur les proportions. En fait, ça s'explique par le fait que la convergence va très vite vers des clusters très compacts, puisqu'on a 250 mètres de sensibilité, et que le nombre d'éléments qui peuvent répondre à ces conditions-là sont des trajets généralement aller-retour. Je pars le matin, je reviens le soir, je fais exactement le même trajet. Donc du coup, c'est généralement des trajets pairs. Donc en conclusion, ils ont utilisé les techniques de data mining comme support principalement. J'ai trouvé intéressant qu'ils chaînent les méthodes de clustering, même si j'ai pas pu étudier la première en détail. Mais ça reste quand même majoritairement juste de la minimisation et pas tant que ça de la fouille de données. Voilà. Merci. 25 slides en 9 minutes.